On en a beaucoup parlé depuis 2 jours, hein, les sociétés de gestion. Il y en a énormément. Ce matin, Nicolas Benctin nous parlait de la diversité des régimes de droits d'auteur en Europe. Il y a énormément d'acteurs et donc une partie de ces acteurs-là sont là avec nous aujourd'hui. Alors, c'est un grand plaisir de les avoir autour de la table. Je suis persuadé que ça va être, encore une fois, très inspirant de les entendre, hein, avec une grande question. La question de la simplification des modes de gestion. Est-ce que c'est possible de le faire? On sait que dans le cas de la SOCAN, on s'est doté d'un nouvel outil qui va probablement simplifier, en tout cas, une partie de leur procédé à eux. Et donc, vous l'avez entendu, c'était Geneviève Côté de la SOCAN, on l'a beaucoup entendu. Merci pour vos interventions d'ailleurs. Elle est chef des affaires du Québec de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, dans différents organismes, dont la SOPREF, la SODRAC est là maintenant. Elle est à la SOCAN. Il y a également Annie Morin, qui est membre du Barreau du Québec. Elle a d'abord exercé en pratique privée avant de s'orienter vers le droit du spectacle et du divertissement. Elle est la directrice d'Artistie, dont on a parlé ce matin avec David Bussière. Bonjour, Annie Morin. Bonjour. Bienvenue. Merci. On a également Alain Lauzon, qui est membre de l'Ordre des comptables professionnels du Québec et spécialiste en technologie de l'information. Il est directeur général de la Société du droit de reproduction des auteurs et compositeurs et éditeurs, donc la SODRAC. Merci d'être avec nous, Alain Lauzon. Il y a également Richard Prieur, qui est directeur général de l'Association nationale des éditeurs de livres. On n'a pas parlé de livres beaucoup jusqu'à maintenant. On compte sur vous pour le faire parce que c'est quand même une industrie culturelle majeure, hein? C'est très gros au Québec et on le voyait tout à l'heure avec Olivier. Hein? Olivier en parlait d'ailleurs de l'Université Concordia. Son nom m'échappe. Charbonneau, pardon, Olivier. J'ai trop de noms dans la tête. Vous en êtes probablement rendu compte depuis le début de ce forum. Olivier Charbonneau, donc, nous parlait aussi de la difficulté, hein, de faire valoir, de rendre des œuvres disponibles, notamment dans un contexte de bibliothèque. Et il y a Liette Bouchard qui s'est jointe à la Disque depuis 1997. Elle y travaille à titre de directrice générale adjointe. Elle a aussi occupé des fonctions de directrice générale de la Société de gestion collective des droits et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, la SOPROC. Bref, on a un bon aéropage autour de la table et je commence avec la grande question. C'est revenu beaucoup au cours de ces deux journées-là. C'est extrêmement compliqué, ces domaines, les domaines dans lesquels vous travaillez. Ça demande une plus grande simplification pour le bénéfice, en tout cas, des artistes. On le demande beaucoup. Et aussi des gens qui peuvent consommer ces œuvres-là. Coudon, c'est-tu possible d'avoir une plus grande simplicité dans ce domaine-là? Qui veut se lancer? Tiens, on ne vous a pas entendu. Oui, allez-y, Annie. Bon, écoutez, dans un premier temps, oui, ça serait souhaitable d'avoir une plus grande simplicité, sauf que c'est quelque chose de très complexe, la gestion collective. Et quand on parle, là, évidemment, je vais parler de ce que je connais, quand on parle de la gestion collective des droits des artistes et interprètes, bien, la complexité est liée à l'identification des artistes qui participent à un enregistrement sonore. Or, généralement, quand on a, par exemple, une société de gestion de producteurs, bien, il y a un producteur, grosso modo, par enregistrement sonore. Mais quand on arrive aux artistes-interprètes, il y en a en moyenne entre 4 et 6, et quand on parle de musique symphonique avec chœur, ça peut aller jusqu'à 200. Or, tous ces gens-là ont le droit d'être payés et il faut pouvoir les identifier. C'est une information qui ne vient pas nécessairement avec l'enregistrement sonore. On est pris dans une situation où, des fois, on regarde, par exemple, les livrets des CD, puis tout ce qu'on a, c'est quelques noms. Quand c'est un orchestre symphonique, jamais les musiciens ne sont énumérés. Donc, on manque d'informations. Et cette information-là, je sais que je cherche la tignasse léonine que je viens de trouver de mon ami Jean-Robert Bisaillon, qui travaille très fort sur les métadonnées. Hey, là, vous avez parlé de coffrets de disques compacts. On ne parle même pas de fichiers MP3. C'est ridicule. On s'achète des beaux fichiers MP3 qui nous coûtent 10-12 $. Il n'y a aucune information. On a une pochette, une petite image grosse de même, puis c'est tout. Là. Bien, en fait, généralement, ce que vous allez avoir, c'est peut-être le nom de l'artiste principal, celui dont le visage apparaît rien justement. d'autre. Mais très peu, effectivement.
Et nous, on a donc déjà, s'il y avait une obligation, parce que Jean-Robert disait, bien, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, effectivement, de contraindre les producteurs à fournir cette information-là et peut-être même d'assujettir le financement public. Il a dit ça, non pas dans le cadre de ce colloque-ci, mais dans celui de l'UNESCO, d'assujettir le financement public à une obligation de fournir un maximum d'informations parce que c'est eux qui produisent effectivement ces fichiers-là et donc ils seraient en mesure de nous transmettre l'information. Et là, on viendrait déjà de simplifier énormément de notre côté la complexité de la gestion collective des droits des artistes-interprètes qui est liée d'une part à l'identification des artistes, mais également à l'identification des versions. Parce qu'un artiste principal peut faire une version remix, une version symphonique, une version ci, et ça, là, l'artiste principal reste le même, mais les artistes accompagnateurs varient. Donc, c'est un peu paradoxal, parce que vous dites que, oui, il faut mettre plus de données, mais ça ne complexifie pas la tâche. Vous dites que ça la simplifie. Tout à fait. Donc, d'en rajouter, ça simplifie votre tâche. Oui, parce qu'à ce moment-là, on a une grosse portion du travail qui va être faite d'emblée. Ouais. Alors, effectivement, nous, le défi, c'est de s'assurer que l'argent qui nous est versé se rende dans la poche de l'artiste-interprète. Mais pour qu'elle s'y rende, encore faut-il savoir qui est là. Ouais. Et même les artistes, des fois, maintenant, avec les nouvelles techniques de mixage, etc., ne peuvent pas nous dire, ben oui, j'ai joué avec un tel sur cette chanson-là. Ils ne savent pas. Ils font ça tout seuls, puis c'est mixé. Ouais. Alors donc, puis c'est difficile aussi quand on n'a pas nécessairement une contribution qui est distinctive, de dire, ça, c'était vraiment mon coup de triangle à moi. Et ce n'est pas celui de tel autre. Alors, bon, il faut effectivement qu'on nous aide à cet égard-là. J'aime beaucoup l'image du coup de triangle. Ça aidera, par contre... oui, allez-y, Geneviève, et après, on ira avec Liette. Hein? Ça va aider la répartition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui, depuis 2 jours, puis je disais à la blague à Mathieu, on est tous en état de satiété d'information. C'est ma version française de Information Overload. Alors, on est tous un peu en train d'exploser. C'est un très beau mot, d'ailleurs. J'aime beaucoup votre néologisme. CMW, CRTC, l'Institut, là, on est comme un peu tout le monde comme ça. Mais bon, je pense que ce qu'on entend le plus de la salle depuis 5 jours, peu importe la salle où on était, c'est qu'on aimerait que ce soit plus simple au moment de la licence, pas nécessairement au moment de la répartition, bien que je comprends que ça, c'est aussi notre vie, mais quand on essaie de se mettre dans les chaussures de l'autre, je pense que c'est au moment de la licence. Tout à l'heure, dans notre atelier, la dame de la Fabrique culturelle nous disait parfois, ils sont obligés de ne pas utiliser un contenu parce que ça voudrait dire... Ça arrive souvent. Libérer des droits... On ne sait plus avec qui. Il y en a beaucoup de nous. Même en musique, c'est-tu Socan, c'est-tu Sodrac, c'est-tu Soproc, c'est-tu Résonne. Résonne, c'est 5 collections. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier? Peut-être en enlevant certaines exclusivités de champs d'action. Mm-hmm. Mais en même temps, les champs d'action permettent que, par exemple, quand David, tout à l'heure, nous a parlé, il nous a dit « j'ai ces revenus-là comme interprète, ces revenus-là comme auteur-compositeur, ces revenus-là comme producteur », le fait d'avoir ces regards-là permet de faire une triangulation qui peut-être permet de faire du suivi plus accru, plus précis des revenus. Alors, parlez-nous de Médianet, justement, parce que l'achat a été réalisé hier. C'est un dossier quand même qui suivait son cours depuis longtemps. Qu'est-ce que ça vous permet de faire de plus efficace? Je pense qu'en fait, la façon dont on utilisera beaucoup les données de Médianet, c'est qu'il arrivait souvent qu'on n'avait pas accès aux données qui ont rapport avec... c'est anglais, ça. En tout cas, donc, on va se boucher les oreilles. C'est ça, qui ont rapport avec les enregistrements sonores. Donc, les ayants droit dans les enregistrements sonores, les ayants droit dans les produits audiovisuels, qu'ils soient films ou télé. Et donc, Médianet avait de très belles bases de données. Hein. On s'est rendu qui, hier, disait c'est sexy, la métadonnée. C'est vous? Bien alors, c'est ça. Alors, une métadonnée bien habillée et très sexy. On a trouvé, en faisant notre due diligence auprès des trucs de Médianet, que vraiment, il y avait là des données qui pourraient nous aider dans notre triangulation versus de l'utilisation qui est faite par YouTube, notamment parce que, disons-le, les données qu'on reçoit des utilisateurs, les pires, c'est YouTube. Puis, selon ce qu'on me dit à la SOCAN, les mieux, c'est plate, ils sont pirates ailleurs, mais les mieux pour l'instant, c'est Netflix, où là, au moins, les trucs sont clairs. Mm-hmm, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Liette? Tout d'abord, tu as parlé de mon passé. Là, je suis toujours à la Soproc.
Parfait. Désolé pour Non, c'est pas grave. Non, mais c'est l'expérience que méprise. j'ai quittée depuis 2 jours, donc je suis toujours à la Sopra. Rapprochez un petit peu Oui. le micro. Oui, s'il c'est vous plaît. vrai, je vais parler. Alors, je vais parler comme ça. Bien, en fait, c'est la question que je voulais amener, parce que quand je me suis posé la question, c'est quoi les grands enjeux en lien avec les modes de gestion, c'est sûr que les métadonnées, c'est le grand enjeu qui ressort. Ça va de soi. Il faut que ça soit bien tagué, bien attaché au fichier pour que ça suive la chaîne d'exploitation, pour que quand on en revient aux sociétés de gestion, on puisse distribuer. Un fichier qui n'a pas de métadonnées ne se rémunère pas. Un fichier qui a des mauvaises métadonnées se rémunère, mais plus difficilement. C'est plus coûteux, ça prend plus de temps. Mais il y a un autre grand enjeu, je pense, c'est le fait des grands répertoires qui quittent les sociétés de gestion. Et je vais boucler la boucle avec ce que tu viens de dire, vous allez voir. Il y a des grands répertoires dans l'univers numérique qui ont décidé de quitter les sociétés de gestion. On l'a vu chez les auteurs, les multinationales en sont les premières. Ils ne sont pas en gestion collective pour la gestion de leur répertoire en numérique interactif. Alors, vide donc de cette manière les sociétés de gestion de grands répertoires, laissent et vont travailler aux côtés des agrégateurs qui font tous des ententes avec les grandes plateformes. Vide donc les sociétés de gestion et laissent des répertoires plus familiques. Donc, il faut les gérer, ces répertoires-là. Il faut quand même dépenser l'argent et les ressources nécessaires pour gérer ces répertoires-là. Donc, on se retrouve dans une situation où on a des sociétés de gestion qui gèrent bien sur les droits en radio, les droits de toute autre nature, et en numérique, ça commence à se vider. On va donc se retrouver dans une situation où on va devoir, nous, les sociétés de gestion, commencer à agir, à penser comme un agrégateur, et c'est exactement ce que fait Socan avec Medianet. Il devient un agrégateur en quelque sorte. Alors, OK, on va devenir un agrégateur, on va donc commencer à livrer du contenu, parce que vous allez avoir les enregistrements sonores, vous allez avoir le contenu, vous allez avoir toutes les données. Quand on dit que le web fait sauter les silos, là, on en a voilà. un bon exemple. Et là, ça va amener quoi? C'est quoi la solution? C'est peut-être des alliances de sociétés. C'est peut-être de travailler de concert avec d'autres sociétés pour libérer les droits, pour faire en sorte que tous ces répertoires-là qui restent dans les sociétés de gestion, qui sont des répertoires peut-être moins populaires, mais tout aussi essentiels, qui ne se retrouvent pas sur les plateformes numériques, vont devoir se retrouver sur les plateformes numériques, méritent d'être sur les plateformes numériques, et qu'on soit capable de distribuer les redevances qui découleront de ça à des coûts... Mais donc, ce que vous dites, c'est que vous plaidez pour une espèce de normalisation de ces métadonnées-là, afin que tout le monde loge à la même enseigne. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est un peu la tour de Babel, là, ce que vous... Les sociétés de gestion ne possèdent pas les enregistrements sonores. Historiquement, les sociétés de gestion négocient les ententes ou ont des tarifs, ne possèdent Oui, pas... mais outre les ententes, ce que vous nous dites, c'est que l'œuvre, on n'a pas une manière d'attacher une métadonnée normalisée à une œuvre pour l'ensemble des catalogues. Les standards ne sont pas établis, mais Oui, vas-y. il y a des standards quand même d'établis mondiaux, mais pourquoi il y a tant de sociétés de gestion? En fait, il y en a 46 au Canada, là, de ce que je sache. C'est que c'est aussi au niveau de la loi, comment les droits sont distribués au niveau analogue et tout ça, comment ils sont répartis et comment les sociétés, dans un contexte nord-américain, ont fait en sorte que chacun avait des spécificités. Si on prend historiquement pour l'œuvre, il y a un droit d'exécution publique qui était au niveau du répertoire par la SOCAN. En droit de reproduction, c'est un droit plus économique. Donc, c'était un droit différent. Avant, sur le droit de reproduction, c'était seulement le phonogramme, donc des négociations individuelles. En Europe, ces sociétés-là, elles étaient ensemble, le droit de reproduction, le droit d'exécution publique. En Amérique du Nord, c'est plus dans un modèle peut-être américain où il y avait un modèle de plus de concurrence. Ça fait la différence. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble pour regrouper les répertoires. Elles ont quelquefois été regroupées au niveau de la licence, au niveau des tarifs par la Commission du droit d'auteur, le service en ligne, le tarif 22, le téléchargement. Donc ça a été regroupé. Aussi, collectivement, on a créé des ententes pour que les utilisateurs puissent avoir des répertoires. Les licences avec le ministère, avec la SOPROC, la SODRAC, des licences de CSI qu'on a pris, bon, le côté plus anglophone, le côté plus répertoire que je représentais. Donc, ça aussi, il y a eu des améliorations. Est-ce qu'il faut aller plus loin? La réponse, oui. Est-ce qu'il faut jumeler? Mais comment on peut aller plus loin? Il y a des jumelés par rapport à exactement la proposition que l'IA vient de faire, d'intégrer pas juste l'œuvre, mais la bande maîtresse, relier l'ensemble des droits. Et bien sûr, les métadatas sont importantes. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi on est ici en train de parler de ça? Bien, c'est parce que on le fait de différentes façons. C'est que ce sont on est confronté également à des gens qui sont dans des secteurs économiques
Le disque, traditionnellement, c'était les producteurs qui mettaient en ligne. La notion de droit associé à une bande maîtresse, c'est quand les droits voisins sont arrivés en 1997. Donc, c'est assez récent. Ils ont fait toute la partie exécution publique, mais la partie reproduction sont prêts à le faire dans la partie semi-interactive ou non-interactive. Mais excusez-moi, je fais un peu l'avocat du diable là-dedans, mais c'est parce que je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on télécharge des fichiers. Moi, je me souviens, mes premiers fichiers, c'était bien avant iTunes. C'était pas totalement légal parce que je voulais avoir accès à des choses qui n'étaient pas disponibles. Il n'y avait aucun moyen d'y avoir accès autrement que par ce chemin-là. Je suis très content d'être sur iTunes. Je m'achète des disques, je m'achète des vinyles, je m'achète des livres en format papier parce que j'haïs ça, lire là-dessus. J'ai payé mes droits. Sauf que ça fait longtemps qu'on fait ça et on dirait que cette question-là, écoutez, moi, ça fait pas longtemps, la sphère, ça fait 5 ans qu'on a commencé. On en parlait il y a 5 ans. Et on dirait qu'aujourd'hui, on est encore en train de reparler des mêmes choses et il y a quelque chose qui bloque quelque part. Je pense que la globalisation du terrain de jeu accélère le processus, là, parce que là, quand Alain, hier, est venu au micro dire là, les négociations se passent avec des joueurs qui sont d'une taille qui dépasse notre entendement habituel, là, à un moment donné, on se dit, bon, là, peut-être que finalement, les chasses gardées, c'était chouette, mais à plusieurs silos, on va peut-être avoir un plus gros barrage. J'ai l'impression que c'est ce qui fait que là, ça s'accélère peut-être. Et l'autre point aussi, c'est que les droits qui étaient vraiment distincts avant, tu sais, un droit d'exécution publique, de prestation, ils sont beaucoup plus près Alain, et après ça, Eliette. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Juste que vous reveniez là-dessus, s'il vous plaît. C'est que bien souvent, un utilisateur, regardez Spotify, un utilisateur a besoin des 2 droits pour l'œuvre. Donc là, le droit entre la reproduction et l'exécution publique, qui est pas mal proche, là, OK? Alors qu'il était très distinct antérieurement dans l'analogue. Donc, les droits se rapprochent pas mal. Là. Oui. Mais qui a la responsabilité de faire en sorte que ce soit plus fluide, ce truc-là? Est-ce qu'il faut que le législateur mette son pied à terre? Non, mais on le fait pour permettre aux utilisateurs de rentrer au Canada. On a fait des ententes. Nous, SOCAN, CSI, dans le cadre de CMR SADRAC, on se met ensemble pour négocier avec YouTube. On se met ensemble parce qu'on va avoir une force pour l'œuvre. Comment est la bande maîtresse? Là, c'est tout un autre droit, comment est négociée cette bande maîtresse-là. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de joindre les droits pour que, face à l'utilisateur des Spotify, il y en ait plus qui viennent, puis il y a plus d'argent qui rentre. Donc, il y a des choses qui sont amorcées. Est-ce qu'elle pourrait être plus vite? Oui. Est-ce qu'elle pourrait être... oui, mais là, après ça, c'est les structures... je dirais, de gouvernance des sociétés qui, à un moment donné, nous amènent là. Tu sais, ce que Claude Brunet disait tantôt, il y a un système qui est un système de copyright, mais un système de droit d'auteur. Dans le droit de reproduction au Canada, on vit cette réalité-là. Le modèle de la SODRAC dans le droit de reproduction est un modèle basé sur le modèle européen où le droit d'auteur prime le droit de l'auteur. À la CMRE, c'est un domaine de copyright, c'est-à-dire c'est le droit de l'éditeur. Nous, on représente l'auteur, le compositeur, l'éditeur. Mais du côté de la CMRE, c'est un modèle plus copyright au niveau où l'auteur est rétribué à partir de l'éditeur. Donc, oui, il y a des modes bien expliqué cette différence-là de philosophie entre les deux régimes. Vous vouliez réagir ici, peut-être Annie, et après Liette? Bien, en fait, c'est parce que je sais que j'ai entendu plus tôt ce matin, on parlait à un moment donné de convergence de la gestion collective. C'est peut-être quelque chose qui serait éventuellement envisageable, mais il ne faut pas se le cacher. Ça va avoir des impacts. C'est-à-dire, prenons par exemple la SOCAN, qui a, je pense, un taux de gestion assez bas. À partir du moment où, effectivement, on dit, bien, désormais, ça sera non seulement les auteurs, mais également les artistes-interprètes qui seront rétribués. Je viens de parler du problème de l'identification. La gestion collective des droits des interprètes a aussi un coût, puis est assez élevé compte tenu des difficultés et des défis qu'on a. Et à partir du moment où il y aurait convergence, puis c'est peut-être un des freins, veut pas, les frais de gestion vont augmenter. Est-ce que les auteurs-compositeurs dont l'œuvre est facile à identifier vont être contents que leurs frais de gestion augmentent à cause que maintenant, il faut aussi identifier tous les artistes-interprètes? C'est une bonne question. Il y a des chances que non. Alors, oui, quand vous parliez, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est
peut-être pas possible ou qu'il y a des freins à ça, bien, il y a toutes ces questions-là aussi. Il y a une foule de facteurs qui fait que vous avez demandé tantôt pourquoi c'est si long, pourquoi ça prend tant de temps. Il y a une foule de facteurs. L'univers physique, c'était clair, on savait comment travailler. Il y avait les sociétés de gestion qui allaient chercher les droits à la radio. Il y avait les ententes mécaniques avec la SODRAC. Il y avait un univers clair. Là, l'univers numérique est venu tout chambarder. On n'a pas juste du numérique interactif, on a du semi-interactif, du non-interactif. Il n'y a pas de nouveaux droits. Il y a les mêmes droits. Communiquer, mise à disposition, reproduction. C'est juste que là, c'est plus compliqué. Il y a des joueurs des agrégateurs qui sont arrivés dans le marché, donc viennent changer la donne, qui se mettent même à jouer aux sociétés de gestion. On en voit. Donc, ça, c'est un autre univers. On voit des agrégateurs qui veulent avoir les droits voisins, ils veulent gérer les droits voisins. Donc, on est dans un univers là où maintenant, c'est la concurrence. On est tous en compétition. Alors, il faut, nous, penser aux bénéfices pour nos ayants droit. Vous avez dit on est tous en compétition. Ce matin, Nicolas Banctin disait, en tout cas pour l'exemple européen, on pourrait enlever un méchant paquet de sociétés de gestion, puis ça rendrait le truc plus efficace. On est à but non lucratif. Qu'est-ce que vous dites? De 100 à 25. Non, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, moi. OK, allez-y, on va commencer. Tiens, Annie, après ça, Alain. J'aimerais, d'ailleurs, on ne vous a pas entendu beaucoup. Richard, pardon? Bien, écoutez, je vais prendre encore l'exemple des artistes-interprètes. Il y a 3 sociétés d'artistes-interprètes au Canada. Vous me direz, bien, pourquoi 3? Pourquoi pas qu'une? Mais en fait, si on veut vouloir valoriser les répertoires, encore faut-il qu'on ait des gens qui connaissent ce répertoire-là, parce que pour l'instant, comme je dis, c'est des humains qui déterminent qui joue sur telle pièce, etc. Donc, il faut des gens qui connaissent. Moi, je peux vous dire que le répertoire québécois francophone, il y a très peu de gens à Toronto, où sont situées les 2 autres sociétés de gestion collective, qui le connaissent, puis même qui ont un intérêt à ça. Alors, peut-être qu'effectivement, quand je dis... On s'en rend compte aux Juno. Bien, et dans plein d'autres, je pourrais vous en parler longtemps. Mais donc, effectivement, c'est pour ça, du moins, compte tenu de la spécificité du Québec dans le Canada, on ne pourrait pas, je pense, avoir une seule société de gestion collective d'artistes-interprètes. Vous me direz, c'est le cas pour les auteurs. Il y a la SOCAN, mais la SOCAN, elle a quand même un bureau québécois. Il doit y avoir une raison. Oui. Moi, je veux juste réagir sur les sociétés européennes. La directive européenne sur le Pan-European Licensing qui enlevait le monopole aux sociétés, moi, je peux bien croire qu'il y a des défauts aux sociétés de gestion au niveau de la transparence et tout ça, malgré que j'ai tous mes bémols reliés à ça. Mais je ne peux pas dire que le Pan-European Licensing a aidé à qui que ce soit. Ça a fragilisé les sociétés. Ça l'a non plus satisfait à ceux aux utilisateurs qui l'ont demandé actuellement, parce que là, c'est bien au contraire. Une société de gestion qui était dans un pays avait un monopole. Un utilisateur qui voulait utiliser le répertoire avait l'ensemble des droits par rapport aux œuvres. Aujourd'hui, demandez à iTunes, puis à Spotify, puis à tout ça, s'ils ne reviendraient pas, et y compris la Commission européenne, s'ils ne reviendraient pas à une société unique par pays, je ne suis pas certain qu'ils le feraient. Quand on a vu cela, nous autres, au Canada, on a créé CSI pour cela, parce qu'on avait 2 sociétés et on voyait les utilisateurs qui nous passaient entre les droits. On s'est mis ensemble, on s'est dit, on va aller chercher plus de droits, on va être plus fort dans le numérique, mais aussi dans la radio commerciale. Les radiodiffuseurs ne voulaient pas payer des droits de reproduction. Donc, on s'est mis ensemble, on a battu notre point. Donc, je ne suis pas convaincu. Il faut faire attention quand on regarde à l'extérieur. Puis ça va être mon seul point là-dessus. Les sociétés européennes, je ne suis pas certain que c'est la meilleure des choses actuellement. Aux États-Unis, ce qui se passe, je ne suis pas certain qu'il y a de la transparence, mais j'aime beaucoup plus le modèle canadien, avec tous ses défauts, puis je suis prêt à recevoir toutes les plaintes par rapport à ça. Il faut être vigilant. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Richard, on ne vous a pas entendu beaucoup. Vous vous êtes présenté comme... Oui, je me suis présenté comme un imposteur tantôt. Un imposteur, c'est rien ce que de moins. j'ai dit d'ailleurs aux organisateurs du forum. J'ai dit, moi, j'étais un petit peu gêné d'être ici avant la table parce que nous, à l'ANED, on a créé... Ça paraît pas. Non, ça oui. Paraît pas. Nous, à l'ANED, on a créé une société de gestion, pas parce que ça nous tentait vraiment, mais parce qu'il fallait contourner un problème légal assez particulier. Et puis, ce matin, on a eu la reconnaissance de M. Brunet, tant mieux. Lorsqu'il a mentionné que dans le livre, il fallait... Bon, dans le livre, c'est différent de tout le monde. Là. Vous le voyez, on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Nous, on ne fait pas de bruit dans le livre. Hein? On vend des livres, mais on en parle très peu. Et on a une société de gestion qui s'appelle Copybec et qui fait un excellent travail. Et puis,
Sojanel, c'est une société de gestion, mais c'est en quelque sorte presque une coquille vide dans la mesure où ça nous a permis de contourner un problème majeur en matière de concurrence, hein, parce qu'on voulait vendre des livres numériques aux bibliothèques publiques. On voulait le faire un peu dans l'esprit de la loi sur le développement des entreprises du livre, ce qu'on appelle communément la loi 51, qui oblige les collectivités, les bibliothèques à acheter leurs livres auprès de libraires agréés pour maintenir un réseau de librairies à l'échelle de la province. Et on a constaté rapidement qu'on ne pouvait pas appliquer ça à la vente de livres numériques parce que le livre numérique n'est pas couvert par la loi sur le développement des entreprises culturelles. Donc, l'avocat qui nous conseillait dans la chose a dit « Moi, je me retire du dossier parce que si vous voulez imposer des conditions d'achat aux bibliothèques, vous êtes en contradiction avec la loi sur la concurrence. » Et puis, la merveilleuse loi sur le droit d'auteur qu'on décrit et que nous continuons à décrire, la modernisation dont on parle, dont on exige une post-modernisation, j'ai entendu ça hier, j'ai trouvé ça merveilleux, nous offre quand même la possibilité de créer une société de gestion et de nous dépatouiller, de nous sortir de cette obligation. C'est très complexe, mais il a fallu le faire, il a fallu créer cette machine-là pour être en mesure de vendre des livres numériques aux bibliothèques en leur imposant des conditions, des nombres de prêts, le chronodégradable, etc., etc. Bon. Alors, pourquoi ce n'est pas Copybec qui l'a fait? Parce qu'on a beaucoup de respect pour Copybec, parce que Sojanel, finalement, il n'y a aucune recette qui rentre dans Sojanel, il n'y en a aucune qui sort. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des mandats des éditeurs pour faire respecter les licences qu'on a signées avec des bibliothèques ou avec des agrégateurs qui veulent vendre des livres aux bibliothèques. Voilà. Alors, ça résume grosso modo la chose. Mais c'est quoi votre regard sur la question, justement, de la simplification des modes de gestion? Bien, moi, j'avoue franchement que je suis complètement à l'opposé de ça. Je me complique la vie en créant une. Hein? Déjà, alors c'est pour ça que je me dis que je suis un peu comme un imposteur assis ici, parce que je vous écoute, puis effectivement, et dans le livre aussi, Copybec fait du travail, mais il y a aussi beaucoup de choses en matière de représentation des droits, des ayants droit, qui n'est pas couvert dans le livre. On se rend compte que, par exemple, c'est anecdotique, mais lorsqu'une œuvre d'un auteur français est lue à Radio-Canada, plus on est de fous, plus on lit, bien, il y a des redevances qui sont versées via une société de gestion. Ici, on n'a pas d'entente, nous, les auteurs et les éditeurs, avec les télédiffuseurs, les radiodiffuseurs pour ce genre de choses-là. Là, on entre dans un grand débat bientôt qui est le livre numérique à l'école, comment les commissions scolaires veulent s'approvisionner en livres numériques. Et là, ça devient d'une complexité parce qu'eux ne veulent pas acheter des livres, ne veulent pas avoir des fichiers chronodégradables, etc. Les enfants n'ont pas le droit de signer des licences Adobe, c'est d'une complexité. Bon, alors, on parle de streaming. Puis là, l'équation pour nous, c'est de conserver... Là, j'espère que j'ennuie personne avec mes histoires. C'est mais très intéressant, c'est un contrepoint, en tout cas. L'important pour nous, c'est de maintenir la vivacité de la chaîne du livre. Mais là, quand on parle de streaming, quel est le rôle du libraire là-dedans? Hein? Quel est le rôle de tel autre acteur, le distributeur? Le distributeur devient un agrégateur. Fait que le numérique a complètement bouleversé notre mode d'appréhension, nous, dans le livre. Par contre, on continue à vendre des livres. Et Mathieu, vous en achetez. Et vous en achetez peut-être chez Kobo, peut-être chez Apple, peut-être chez Amazon, peut-être chez libraire. Moi, je suis dans le papier. Moi, c'est bon, le paradoxe. Je suis pas bien de la misère à livre électronique. Vous payez, grosso modo, un montant avec une redistribution dans toute la chaîne du livre. Alors, il y a un libraire qui touche de l'argent. Dans certains cas, c'est Apple ou Kobo. Mais il y a Renaud-Bré, il y a Archambault-Renaud-Bré, il y en a d'autres. Alors, on a réussi à maintenir ça dans le livre, cette espèce moi, je dirais, on a répliqué un peu ce qu'on fait dans le papier. Ouais. Est-ce que ça va vivre longtemps? On ne sait pas, parce qu'on se rend bien compte que les gens veulent maintenant consommer du livre d'un paquet de façons. On parle de bouquets, on parle d'abonnements, on parle de Netflix du livre. Amazon s'est lancé dans un paquet d'affaires. Ça n'a pas fonctionné beaucoup, le Netflix du livre. Voilà. Oui, ça, c'est une autre affaire, on ne rentrera pas là-dedans. Oui, j'aimerais revenir, sur deux petites affaires qui ont été dites. Bien, d'abord, Annie, oui, effectivement, c'est pas pour rien que la SOCAN a un bureau au Québec. C'est pour qu'il y ait une partie des gens qui travaillent le répertoire, qui comprennent le répertoire, notamment francophone. Fait que oui, merci de le souligner. Puis, bien, il y a peut-être encore là une piste
d'agrégation, je ne sais pas comment dire, des sociétés. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais le faire. De l'autre côté, par contre, j'aimerais aussi, Liette a dit, les grands répertoires ont quitté les sociétés de gestion collective. Je dois dire qu'à la SOCAN, on va encore se péter les bretelles. Notre répertoire est encore intact à ce jour et je crois que c'est notamment parce que, comme l'a dit Jean-Robert ce matin, on a une transparence qui nous est enviée par beaucoup de sociétés de gestion collective au monde. On est peut-être la plus transparente, ou en tout cas pas loin. Chacun de nos membres, et David en a fait un peu une preuve ce matin, peut voir exactement pour chaque chanson les revenus qui viennent de Spotify, de YouTube, et c'est pas le cas de toutes les sociétés de gestion, ce qui a peut-être protégé le fait que les grands éditeurs Warner Chappell, Sony ATV et les autres sont restés membres de la SOCAN, même si, ou enfin, ont laissé leur répertoire être géré par la SOCAN, même s'ils se sont retirés de beaucoup d'autres sociétés de gestion dans le cas des licences numériques. Mm-hmm. Oui, vous vouliez réagir à ça, Liette? C'est une question de contrôle, justement. C'est ça que je comprends. Quand les grands groupes, les majors, pourquoi ils ne sont pas en gestion collective dans l'interactif, c'est parce que c'est une question de contrôle. C'est toujours ça la question. On veut contrôler son répertoire. Donc, oui, il y a une transparence, mais il y a aussi une question de contrôle en matière. Mais ils sont restés chez nous, puis je me dis qu'ils n'ont pas plus de contrôle chez nous qu'ailleurs. Alors, la seule façon que je peux m'expliquer, c'est la transparence. Puis je pense que, pour moi, ce que j'avais mis comme le principal enjeu des sociétés de gestion collective, c'est ça. C'est la transparence. C'est le mot 2015-2016 pour ce qui est de la gestion collective. Ça a beaucoup été transparency parce que les Cobalt et Audiam de ce monde donnent accès à des plateformes qui donnent vraiment beaucoup d'informations aux ayants droit dont ils ont, qui ont souffert de ne pas avoir accès à ça quand ils étaient en gestion collective. Oui. Transparence, quand on parle de simplification, est-ce que c'est facile à implémenter, ça, ce concept-là, dans la manière dont on fonctionne? Mais je pense que... Oui, Alain, après, on va y aller avec Annie. Bon, c'est sûr, est-ce qu'on peut être plus transparent? Oui. Je veux dire, est-ce que l'information qui est véhiculée peut l'être? Juste vous donner une idée en termes de grandeur. Quand on a fait, par exemple, iTunes, pour nous autres, c'est simple. Le fichier de vente d'iTunes nous rentre, on identifie les œuvres qui sont par rapport à notre répertoire. On a un engin de recherche qui jumelle l'œuvre avec la bande maîtresse reliée à ça, et on fait la répartition. Est-ce qu'on peut être plus vite, meilleur et tout ça? La réponse est oui. Là. Tout le monde peut l'être par rapport à ça. Mais quand on a commencé avec iTunes, il y avait 2 millions d'œuvres. Aujourd'hui, iTunes a 10 millions d'œuvres. Il y a 20 services de musique en ligne au Canada. Donc, quand on analysait un disque, quand on était dans le physique, aujourd'hui, dans le service juste du téléchargement, on a 200 millions d'œuvres à regarder. Là, on n'a pas encore commencé les services de Spotify, de iMusic, de tout ça. Là, ça va être 30 millions d'œuvres. Donc, on va devoir regarder non pas 200 millions d'œuvres, mais 400 millions d'œuvres par rapport à ça. C'est toutes les mêmes, là. Ils reviennent tous par rapport à ça. Qui n'est pas identifié? C'est ceux qui ne sont pas d'un collectif. C'est ceux qui décident de le faire eux-mêmes, de passer par des systèmes autres par rapport à cela. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que si le gouvernement ne légifère pas par rapport à ça, il va y avoir plein d'orphelins, que ces sommes d'argent-là ne reviennent pas aux sociétés de gestion collective, mais elles restent dans les mains des utilisateurs. Mais ça prend plus de normalisation, donc... Oui, mais la normalisation, elle s'en vient. Je pense que le projet que Jean-Robert avait était d'intégrer que tous, qu'on se parle plus puis qu'on aille les choses. Je veux dire, prenez, par exemple, on a un régime de copie privée au Canada. Les œuvres, la bande maîtresse, les artistes-interprètes, je veux dire, on est capable de faire les répartitions. On les fait excessivement vite aujourd'hui par rapport à cela. Ça se fait. Est-ce qu'il pourrait être mieux? Oui. Parce qu'il reste d'argent, oui. Oui. Annie et Eliette, oui. Oui, je pense que c'est prenez important. le micro pour que nos téléspectateurs... Je pense que c'est vous important entendiez. ce que Liette vient de dire. Encore faut-il qu'il reste de l'argent. Quand on parle effectivement des utilisations numériques, comme le soulignait Alain, on parle de démultiplication des données d'utilisation. On n'oubliera pas qu'à l'époque, si on compare, je pense que tous ici, on distribue des redevances provenant de la radio. Quand on parle d'une diffusion à la radio, ça rejoint des milliers d'auditeurs. Là, quand on parle de streaming, on s'entend que chaque auditeur se trouve à être sa propre petite station de radio qui s'autodiffuse de la musique.
Alors, ça fait en sorte, bon, puis chaque auditeur, on va supposer qu'il dort, là, mais il y a quand même une potentialité de choisir des morceaux différents pour chacun pendant une période allant jusqu'à 24 heures s'il ne dort pas. Et là, on parle de la Terre entière, hein? Donc c'est ça aussi la potentialité. Les données sont démultipliées. Et donc, par chance, et il faut au moins reconnaître ça, quand on regarde les tarifs qui sont rendus de streaming, on exige des services de musique en ligne qu'ils disent pour chaque enregistrement sonore combien de fois ils l'ont streamé. Donc, au moins, on n'a pas ce calcul-là à faire, mais il faut quand même ensuite, je dirais, agglomérer les données pour voir effectivement combien de fois ça a été streamé par les différents services, etc. Mais c'est d'une lourdeur déjà. À la base, c'est très difficile. Et là, ensuite, quand il s'agit de retransmettre l'information à nos ayants droit, on a des tas d'informations qu'on pourrait transmettre, mais il faut voir aussi quelles sont les informations qui intéressent les ayants droit. Et quand on parle aussi de transformation, de transmission d'informations, ça demande des modifications de système informatique. C'est pas simple, ça se fait pas tout seul, ces affaires-là. Et toutes ces modifications-là, d'une part, les investissements qu'il faut pour des systèmes informatiques surpuissants. Quand on parle de traiter des 400 millions ou Écoutez, la machine, là, c'est pas maintenant, les lumières baissent là, dans l'immeuble. C'est ça qui se passe, là. Alors, c'est excessivement coûteux, ces systèmes-là d'information. Ouais. Et quand on prend un frais de gestion sur 1/10, 1/100, 1/1000 de scène, c'est difficile. C'est une équation difficile. Alors, on se retrouve vraiment dans quelque chose, c'est très paradoxal, parce que d'une part, les services se multiplient, les utilisateurs ont du choix comme jamais, mais en même temps, ça complexifie énormément votre travail. L'argent ne vient pas nécessairement avec pour gérer tous ces droits-là. Bref, il vous reste plein de beau travail, plein de pain sur la planche. C'est pas demain la veille que vous allez manquer d'emploi, ça. En tout cas, c'est certain. Merci beaucoup, Alain Lauzon, Richard Prieur, Liette Bouchard, Geneviève Côté et Annie Morin. On va maintenant faire une pause dîner. À 13h25, ce sera donc les ateliers et on va se revoir donc pour le dernier droit de ces 2 journées. Merci beaucoup à vous 5.